On le sait, c'est pas tant facile d'être gestionnaire par les temps qui courent, hein? Le taux de roulement est élevé, il faut gérer le télétravail puis l'hybride. C'est l'enfer de recruter en ce moment. Puis en plus, il faut trouver le moyen que nos employés aient envie de rester. Qu'à cela ne tienne, voyons voir comment on peut moderniser nos évaluations de performance pour pas que nos employés se sentent comme en 1993. On va regarder un Go Pirate Canada? Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Nicolas sont deux pirates barbus qui ont une véritable passion pour ramener les humains au cœur même du travail. Oui, on l'a déjà dit dans le dernier épisode, mais ça reste vrai cette semaine aussi. Pour tous les gestionnaires qui ont aussi l'humain à cœur, on a pensé à vous autres. Voyons comment on peut moderniser nos évaluations de performance pour que ça ne devienne pas juste la goutte qui fait déborder le vase de nos employés. À l'abordage. Alors, cette semaine, on reçoit à nouveau Nicolas Quévillon, parce que la semaine passée, il était avec nous pour parler comment on peut faire reprendre le contrôle de nos évaluations de performance en tant qu'employé. Mais aujourd'hui, on vous propose de le faire mieux en tant que gestionnaire. Salut Nicolas. Bonjour, merci de m'accueillir encore cette semaine. Ça fait plaisir. Tu fais bien ça, si tu veux. Ben, merci. Du feedback, voilà. Oui, nous, on fait ça en continu. Voilà. Est-ce que tu as déjà été gestionnaire, toi, Nicolas? J'ai été gestionnaire, oui, dans une autre vie. Et on en a parlé dans l'épisode précédent, mais pour moi, la gestion, c'est trop important pour laisser juste aux gestionnaires. Alors, j'ai souvent, dans des rôles un peu plus électrons libres dans des organisations, essayé d'aider des gestionnaires à faire mieux les choses, soit en les aidant là, vraiment parce que c'est le mandat qu'ils me donnaient, ou encore en remarquant qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés par une personne ou une autre, puis en essayant d'aider. Fait que je me suis souvent donné des responsabilités de gestion, avec comme objectif toujours d'abolir mon propre rôle. Mais ça, c'est parce que je suis une bébite un peu comme ça. C'est pas tout le monde qui veut ça, mais oui. Fait que c'est ça. Souvent, la meilleure façon d'être un leader, c'est de suivre. Alors, j'ai prétendu suivre parfois, mais en essayant de montrer l'exemple. Puis ça a bien marché. Fait que oui, j'ai occupé des rôles de gestion. Pareillement pour moi, t'es pas si fou que ça, Nicolas. J'ai tout le temps essayé de travailler à faire en sorte que je sois inutile. Inutile pour mon rôle actuel, pour pouvoir aller apporter de la valeur ailleurs. Ailleurs, pas nécessairement chez le compétiteur, là, mais ailleurs dans l'entreprise. Donc, moi aussi, je vise tout le temps à être désuet éventuellement. En fait, faire en sorte que mes employés soient assez autonomes pour ne pas avoir besoin de moi. Que ça ne fasse pas trop mal si je disparais. Moi, c'est comme ça que je m'évaluais comme est-ce que j'ai fait du bon travail ou pas. C'est à quel point c'est une explosion si je m'en vais. Donc, on va encore parler des évaluations de performance, mais aujourd'hui, on va parler du côté du gestionnaire. J'ai été gestionnaire également, et à l'époque, je me suis aussi demandé comment on peut faire mieux, parce que je n'avais pas ça. Moi, mes évaluations annuelles, en fait, je les détestais vraiment, généralement. Donc, j'ai essayé de faire mieux quand je suis devenu gestionnaire. Mais voyons voir avant, puis on en a un petit peu parlé dans notre dernier épisode. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de parler de ça aujourd'hui? Puis c'est les problèmes qu'il y a avec les évaluations de performance. Donc, les 4 problèmes là qu'on a mentionnés au dernier épisode, puis qui sont encore vrais aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on fait l'épisode, c'est que la plupart du temps, traditionnellement, les évaluations de performance sont annuelles. Ce qui fait que c'est très difficile de pouvoir t'ajuster en conséquence, de pouvoir réagir vite et bien, et de limiter les risques et l'impact négatif si tu te fais dire « tu as mal fait ça 9 mois plus tard ». Il y a le fait aussi que c'est traditionnellement le gestionnaire qui donne l'évaluation et l'employé la reçoit. Ça fait que ça crée un déséquilibre dans le narratif, puis ça crée une dynamique de dominant-dominé. Et même s'il y a des gestionnaires qui aiment ça, c'est pas tous les gestionnaires qui aiment ça. La plupart de ceux que je connais détestent ça. Ils veulent vraiment avoir une approche qui est plus humaine, qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir se dépasser, développer leur potentiel. On ne peut pas exactement changer les choses en faisant comme on a tout le temps fait. Donc, comment on fait pour que nos employés ne subissent pas leur évaluation? C'est un petit peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Mais là, on avait pris des notes, puis on s'est dit, mais pour le gestionnaire aussi, il y a des inconvénients à
traditionnellement, comme on fait les évaluations. Puis tu m'en avais sorti 2 ou 3. Veux-tu y aller? Bien sûr. Je me demande des fois aussi, il y a souvent des organisations dans lesquelles justement, il n'existe pas vraiment de cadre en place ou de procédure pour l'évaluation. Puis, ben, le gestionnaire se retrouve avec lui-même pas de support pour devoir faire ça. Puis, il y en a qui ils ont un nombre assez grand de gens évalués, ils sont responsables de beaucoup de choses. Puis, ben, souvent, ils se retrouvent à improviser un peu. Ouais. Ou soit par. On l'a fait depuis longtemps. On utilise toujours la même méthode et tout. C'est bon de se tenir à jour, mais c'est normalement pas si compliqué, en fait, d'utiliser un petit modèle très, très de base, puis de faire ça, là, d'arriver avec quelque chose pour la personne. Puis souvent, c'est pas obligé d'être énormément de travail pour les gestionnaires de faire une évaluation. Et le but, c'est pas de pelleter tout dans la cour de la personne qui se fait évaluer, mais ça serait peut-être bon de un petit peu d'avance, justement, envoyer sur un petit courriel récapitulatif, de oui, il va y avoir une évaluation, mais aussi comment s'auto-évaluer. Donner des exemples, donner des checklists, donner, sur quel sujet on va discuter, c'est l'occasion de faire quoi. Ça peut rassurer aussi énormément la personne qui va se faire évaluer, ou encore qu'elle n'ait pas l'hantise de la page blanche. Oui. Évidemment, si vous gérez des ressources très seniors, ben peut-être que vous en avez déjà qui font tout ça. Mais vous ne pouvez pas savoir si c'est ça nécessairement, parce que vous avez des gens des fois qui sont très seniors dans le travail à accomplir, mais dans les évaluations, ils ne le sont pas. Fait que le leadership situationnel, c'est ça. C'est de moduler, dans le fond, à quel point on prend les gens par la main en fonction du contexte. Pas tout le monde qui a le même niveau d'autonomie et de seniorité pour ça. Donc, ça serait bien que vous, si vous n'en avez pas dans votre entreprise, au moins vous ayez un petit quelque chose de base à fournir aux gens. Un petit. Petit. Puis, je vais expliquer pourquoi c'est important petit. Parce que moi, j'ai vu le contraire. Hein? J'ai vu les structures très, très lourdes d'évaluation d'employés, OK? Ou des directeurs qui avaient 30, 40 employés, ça leur a pris 3 mois faire l'évaluation annuelle. 3 mois. OK? Parce qu'il y avait tellement d'étapes. Et c'était très top-down. Les RH nous disaient comment faire. Là, puis il n'y a personne qui a aimé ça. Personne. Ça a été tellement compliqué qu'à un moment donné, puis en tout cas, on parlera de tous les symptômes que j'ai vus là, un petit peu plus tard, là, mais ça déshumanisait tout l'exercice. Donc, il faut faire attention. Il y a un juste milieu à faire, OK? On prend le minimum nécessaire pour réussir. Soyons raisonnables. Ben, un petit détail aussi, c'est que tu viens de mentionner que c'est souvent peut-être trop lourd dans certaines organisations. Donc, si vous n'êtes pas dans une situation d'improvisation, que vous avez justement un très, très, très lourd processus et que vous vous en plaignez et que la plupart du temps, les employés aussi vont s'en plaindre, il y a peut-être des façons de simplifier ça. OK? Regardez c'est quoi les objectifs minimums à accomplir pour que l'évaluation ait eu un succès. Puis peut-être essayer de traduire puis de simplifier ça. On a tendance dans les organisations vieilles et grandes à minimiser la minimisation. Ouais. Alors, il faut enlever ce qui est superflu, probablement. Alors, n'hésitez pas à faire ça si vous en avez un peu de liberté. Soyez des anti-saboteurs bienveillants, puis essayez de simplifier ce processus-là, sans nécessairement aller contre la machine administrative. Peut-être faites-le au niveau local, puis un jour, peut-être ouvrir cette discussion-là quand vous êtes avec d'autres gestionnaires qui vont soulever le point. Dire, moi, voici ce que je fais ou ce que j'ai essayé. Oui, puis simplifier la machine, hein, la patente, je ramène souvent, moi, à un des 12 principes de l'agilité, là, hein, optimiser la quantité de travail qu'on n'a pas à faire, c'est important dans la vie. Donc,
Il y a d'autres problèmes que les gestionnaires vont devoir affronter, hein, comme par exemple le fait que souvent l'évaluation doit être reliée à le budget de l'équipe, aux augmentations de salaire ou aux non-augmentations de salaire. Et ça veut dire que des fois, moi j'ai déjà eu ça, là, OK? Mettons, tu as 5 employés, mais tu ne peux pas augmenter les 5. Il y en a 2 que tu augmentes pas, 2 que tu augmentes beaucoup, puis un qui va rester, qui va avoir une petite augmentation. Et il faut que les évaluations soient concordantes. Ça, c'est Ça veut dire déshabiller Paul pour habiller Jacques. Genre, ouais. Et ça, on va pas régler ce problème-là aujourd'hui, mais moi, je suis un grand... On est dans le maximum dystopie. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Mais je suis un grand fan de dissocier les augmentations de la performance et de les calculer autrement. Mais ça, c'est complètement un autre sujet qu'on abordera peut-être dans un autre épisode. Puis il y a quelque chose d'autre aussi qu'on a discuté en ronde, hein? C'est le fait que ça désautonomise les employés, ces genres d'événements-là, hein, qui sont générés par l'entreprise ou par la direction. Le fait que ce soit l'appellage du gestionnaire de dire ce que tu dois améliorer, ça facilite un contexte où personne ne va s'améliorer à moins que son gestionnaire le demande. Pas automatiquement. Mais tu sais, je vais attendre mon évaluation avant de faire quelque chose. On ne m'a pas dit que je ne faisais pas ça bien. T'sais? Donc, c'est comme si ça enlève la gentilité un petit peu aux gens. Si mon boss me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, je vais le faire. Sinon, je vais faire le minimum, ça passe. Ça crée un petit peu ça. Ça dépend dans quel environnement vous travaillez. Ça peut être plus problématique ou moins selon où vous êtes. Mais je dis souvent, un gestionnaire ne doit pas gérer les gens, il doit gérer les systèmes dans lesquels les gens vivent. Mais c'est un peu ça. Si tu es capable de créer un système où les gens ont envie de s'améliorer, tu as peut-être moins besoin de faire des évaluations. Ou en fait, ou en faire des aussi formelles que ce qu'on connaît. Donc, on va parler de ça dans quelques minutes. Et avant ça, j'aimerais juste vous rappeler que cet épisode-ci est rendu possible grâce à l'implication de tous nos membres Patreon, dont vous pouvez voir les noms en bas ici. Nicolas, tu es un membre parce que ton nom est là. J'aimerais savoir, comment tu trouves ça être un membre de GoPirate? Moi, j'ai découvert sur Patreon des gens qui avaient beaucoup justement d'appétit pour tout ce qui est justement reprendre le contrôle de sa carrière, mais aussi à des agents de changement positifs dans le monde du travail. Puis je l'ai vu beaucoup, je l'ai vu dans les commentaires exclusifs sur le Patreon. J'ai vu aussi dans le Discord. Et en plus, il y a un humour très compatible avec moi, avec plein de mimes et de trucs. On vit dans une dystopie un peu, alors rire un peu des fois des choses complètement déconnectées du bon peuple qui sont faites par des gens comme les homologues de Steve L'Emploi et Jeff Bezos. Et Jeff Besogne. Fait qu'on rit de ça, mais aussi on se compare puis on se console. Fait il y a un autre truc avec la communauté qui est vraiment agréable, c'est qu'on a des épisodes exclusifs pour les membres du Patreon. Alors, c'est l'occasion là de poser des questions puis de se demander si on est fou ou pas. Puis aussi d'échanger en collectivité là, et avoir un accès un peu à Olivier et quand Maurice le peut, pour vous poser des questions puis à aller approfondir des sujets. Puis moi, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venu à enregistrer quelques épisodes avec GoPirate. Fait que j'adore. Ce qui est le fun avec une communauté comme ça, c'est qu'on se rend compte que deux choses, on n'est pas fou, on n'est pas seul. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Il y a des forfaits pour à peu près tous les budgets. Puis, si vous avez des questions, venez me les poser, à moi spécialement, parce que Maurice est en arrêt de maladie. Et ça me fait plaisir d'y répondre. OK, on part. Le gros du sujet. Je l'ai dit tantôt, c'était une déclaration percutante. On ne gère pas les gens, on gère le système dans lequel ils fonctionnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si on gère les gens, c'est essentiellement reproduire un petit peu je suis dans une garderie, puis il faut que je tienne les gens par la main, puis c'est moi la maman, puis c'est moi le papa. On travaille avec des adultes qui sont capables de faire des impôts,
qui ont des enfants eux-mêmes, qui sont des proches aidants. Moi, j'en suis un pour Maurice maintenant. Des adultes qui font toutes plein de choses d'adultes, étrangement au bureau. Maudit qu'on a le tour de les ramener à l'enfance. Donc, c'est de se rappeler qu'on travaille avec des gens qui sont intelligents, qui sont débrouillards, qui savent qu'est-ce qu'ils ont envie, et de faire un peu confiance à ça. Ça ne veut pas dire le chaos et l'énarchie, mais l'idée est qu'ils peuvent contribuer à leur propre futur, OK? On peut co-créer ça, une évaluation. Fait que ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on se rappelle. De créer un environnement dans lequel ils peuvent apporter ce qu'ils ont besoin pour être à leur meilleur, OK? Puis, en fait, créer un environnement ou un système qu'ils peuvent gérer eux-mêmes pour mieux travailler. Pas juste individuellement, mais aussi en équipe. Donc, on part de cette prémisse-là, OK? Aujourd'hui, on va parler des gestionnaires qui gèrent le système dans lequel les employés fonctionnent, pas juste les gens un par un. J'ai un petit ajout à ça. Si jamais il y a des gestionnaires parmi vous qui s'intéressent un peu à la science, un peu de tout ça, il ne faut pas se méprendre. Les humains, surprenamment, tenez-vous bien, peuvent croître et devenir meilleurs. Voyons. On ne sort pas de l'école et on est immuable. On ne bouge plus, on n'apprend plus rien, on ne développe plus rien. C'est comme ça. Le contexte académique scolaire est la seule avenue. Absolument pas. En fait, l'école de la vie, le monde du travail et autres, c'est vraiment une source incroyable d'enrichissement. Le rapport d'évaluation, c'est aussi l'occasion de renforcer une amélioration continue, un apprentissage, puis de se roder à le faire. Puis la science derrière ça est assez formelle. Vous pourrez consulter plein d'ouvrages. Je me souviens plus exactement comment c'est formulé, mais c'est prouvé que les gens qui croient qu'on peut croître, on appelle ça le growth mindset, sont meilleurs en performance et s'améliorent beaucoup plus que les autres. Alors, de remettre ça de l'avant avec des ressources qu'on gère, ça va non seulement leur permettre à eux de croître, mais ça veut dire aussi qu'ils vont en faire plus pour vous, plus pour votre entreprise. Et encore là, si vous vous intéressez plus au système que les gens de façon individuelle, vous risquez moins de vous retrouver dans une situation, dans un monde difficile de recrutement, de roulement de personnel, dans lequel votre compagnie est mise complètement à genoux et que vous n'avez plus de vie parce que vous avez des gens qui ont quitté, parce que vous avez toujours permis aux gens de croître et vous avez géré un système qui gère tout ça. Si vous devez tout approuver tout le temps, votre travail, c'est que faire des approbations. Alors, on veut faire grandir les gens. Même le plus psychopathe des gestionnaires devrait vouloir le faire parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir manger plus. Oui, mais le plus psychopathe des gestionnaires, là, lui, il ne peut pas faire croître l'autre en arrière parce qu'il va peut-être le dépasser. Il va prendre sa job. Bon, on fait de la mauvaise foi. Ça, c'est encore discutable parce que ça, c'est juste peut-être un manque d'imagination du dit psychopathe parce que probablement qu'il y a plus à exploiter aussi quand que les gens en font plus. Ouais. Fait que, à quelque part, dites-vous ça. Puis, vous n'avez pas une capacité cognitive et de temps infini. C'est impossible, personne là. Alors, si vous voulez avoir plus de ressources, ça, vous devez avoir plus de moyens. Fait que pour faire croître les moyens qui sont disponibles par vous, je ne pense pas qu'un employé qui est 2 fois plus performant va toujours coûter 2 fois plus. Fait qu'il y a comme une façon, mais encore là, est-ce que vous donnez la juste part? Ça dépend de votre niveau de gestion. La plupart du temps, là, quand vous êtes dans un système compliqué, c'est parce que c'est pas vous qui êtes en contrôle de tout au niveau gestion. C'est que vous êtes comme un peu dans le milieu, puis vous faites une couche d'intermédiaire. Alors, je pense que c'est plus pour ces gens-là que ça va s'adresser nos conseils, mais même à ça, si vous avez toute la gentilité pour prendre toutes les décisions de gestion dans votre entreprise, mais grand Dieu, ça va nous faire plaisir. Dictature complète, faites-le, rendez ça mieux. un dictateur bienveillant, c'est le rêve. Hein? You will collaborate.
Oui. C'est quoi qu'on disait? The beatings will continue until morale improves. Alors, le fouet continuera d'être. Des coups de fouet continueront d'être donnés jusqu'à temps que les gens soient de meilleure humeur. Maintenant, trêve de mauvaise foi. Si vous êtes ici et vous avez envie de moderniser vos évaluations, vous n'êtes probablement pas un de ces gestionnaires-là. OK? On va se le dire. J'aimerais ça qu'on tape sur le plus gros clou, avec le plus gros marteau qu'on a en ce moment. Le premier, là, c'est les évaluations de performance qui sont annuelles. C'est un problème. En fait, plus le temps avance, plus c'est perçu comme un problème par la majorité des gens, moins c'est rendu un red flag. Carrément. Les évaluations annuelles une fois par an. Bon, mais je suis consultant, fait que whatever. Mais c'est un problème. Voyons voir pourquoi. D'abord, on a la mémoire courte. Ça m'est déjà arrivé, moi, en évaluation annuelle, de me faire dire tout ce que j'avais fait de mal dans les 3 derniers mois. On n'a jamais parlé des bons coups que j'avais fait de là 7 mois. Là, donc, ça, c'est un des problèmes qui est récurrent. De toute façon, comme on l'a dit dans le dernier épisode, comment tu veux t'ajuster si tu as du nouveau une fois par an? Pire que ça, il y en a que c'est la fréquence à laquelle ils voient leur boss. Une fois par an. OK? Je niaise pas. J'ai des témoignages. Donc, c'est problématique, c'est sûr. Comment est-ce que tu veux t'améliorer si une fois par an, tu reçois des objectifs ou tu reçois des pistes d'amélioration? On a parlé d'objectifs SMART dans le dernier épisode. Moi, j'ai déjà fait des objectifs SMART qui étaient obsolètes après 3 mois. Ils n'étaient plus bons. Ça ne marchait plus. Le contexte avait changé. Donc, une fois par an, il n'y a rien de propice à l'amélioration là-dedans. On le fait, j'imagine que si on le fait une fois par an comme ça, c'est parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix. Ça a l'air qu'il faut le faire. On n'a peut-être pas compris pourquoi il faut le faire. Hein. Donc, tu sais, bon, on travaille tous les deux avec des gens qui font du développement logiciel, Nicolas. L'évaluation de performance, là, c'est comme n'importe quoi. Plus tu le fais souvent, moins ça fait mal. Hein? C'est comme les mises en prod. Donc, l'idée, je ne dis pas de faire 20 évaluations de performance officielles par an. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée étant, c'est important de parler de performance de façon récurrente. Pas juste des performances, des attentes, du feedback, pas juste celui du gestionnaire, le feedback du reste de l'équipe, puis de réajuster autant de fois que c'est nécessaire, même si l'entreprise vous force à faire des évaluations annuelles. Je le sais, je l'ai réussi. OK? J'ai été dans une place où c'était traditionnel, sauf notre département. Ben, on se faisait demander des évaluations annuelles. Parfait. Ce que j'ai fait 12 one-on-one avec mes employés. Dans les 12 one-on-one, j'ai donné du feedback. On a parlé de performance. Qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer? Qu'est-ce que moi, je voyais comme peut-être une faiblesse qu'on voulait peut-être adresser? Puis on faisait un petit plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste concret, praxis? Faire un geste dans le but d'avoir un impact. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour que ça s'améliore là? Petit geste. OK? Donc, on ne faisait même pas des objectifs SMART. Qu'est-ce que tu veux essayer pour améliorer ça? On brainstormait. Des fois, il allait demander au reste de l'équipe, puis il me revenait avec des idées qu'il avait. Mais l'idée étant, j'avais 12 micro-évaluations. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon évaluation annuelle, mon rapport annuel? Hein? Ben, j'ai fait une compilation des 12. Et ce qui est intéressant pour mes employés, c'est qu'il n'y avait aucune surprise. C'était des discussions qui avaient participé 12 fois dans l'année. Ils savaient exactement ce qu'il y avait dans le rapport à la fin de l'année. Fait que notre évaluation annuelle, c'était dans le fond, s'asseoir ensemble, puis repasser à travers les 12 one-on-one qu'on a eus. Qu'est-ce qu'on a noté? Qu'est-ce qui a progressé? Y a-t-il des choses qui ont moins progressé? Comment on peut ajuster? Donc, c'était un petit peu un récapitulatif de l'année. Donc, beaucoup moins stressant aussi parce que ils l'ont fait 12 fois déjà dans l'année. La fois officielle à la fin, c'était pas bien plus stressant. Et à date, j'ai eu des très bons commentaires. Je ne sais pas, as-tu d'autres alternatives, toi, à une fois là? Oui, mais avant, je pense que je donnerais quelques conseils pour le faire, justement, si on veut le faire de façon récurrente comme ça. Ouais. Premièrement, c'est bon, je pense, en tant que gestionnaire, de donner encore un petit peu plus de contrôle à l'employé. Puis moi, ce que je recommande aussi, c'est d'expliquer que cette rencontre-là, si vous en faites 12 par année, elle appartient à l'employé. C'est là l'occasion
que cette personne-là vous parle de choses qui l'impactent, qui l'affectent, qu'elle a besoin, et puis de le mettre de l'avant. OK? Puis de mettre vraiment au clair aussi que si jamais vous avez du feedback constructif à donner sur quelque chose qui a moins bien été, la personne va être avisée parce que vous allez avoir un ordre du jour dans lequel, à l'avance, cette personne-là, ça va être mis dedans. Alors, c'est bon d'avoir un document qui est mis à jour constamment ou peut-être pas dans l'agenda toujours, là, mais dans l'agenda, je parle l'outil d'agenda si vous utilisez un agenda numérique, mais peut-être avoir un document que vous faites évoluer avec la personne auquel vous vous référez quand vous discutez. Pourquoi? Ben parce que sinon, c'est juste un meeting récurrent, puis que les gens ils savent jamais que vous allez arriver avec une bombe peut-être ou même si vous êtes bienveillant dans la façon de l'exprimer, ils n'auront pas le temps de se préparer mentalement. Vous pouvez dire feedback sur l'interaction avec telle affaire. Puis des fois, ils ne sauront pas là, que vous avez eu peut-être un écho négatif. Vous pouvez poser la question à la personne. Puis parle-moi, tu avais interagi, tu avais fait une rencontre avec telle autre équipe, par exemple. Comment ça s'est passé? Puis ben, vous avez une critique super négative. Laissez la personne raconter son histoire avant. Puis ça va peut-être moduler votre façon de donner le feedback ou encore aller creuser plus parce que vous n'aviez pas eu toute l'information. Puis tout simplement. Fait que donner ce contrôle-là à la personne. Puis une bonne promesse que j'ai vu des gestionnaires faire, c'est dire je vais autant que possible jamais annuler cette rencontre-là. Par contre, toi, tu as le droit de les annuler. Si tu penses qu'on n'a pas de point à discuter, n'hésite pas, tu peux l'annuler. Comme ça, la personne, elle ne se sent pas tirée par le fond par un boulet autour de la jambe. Elle voit ça comme une tribune dans laquelle vous pouvez faire ça. Puis ça montre votre intention de vous mettre au service de la personne. Maintenant, si vous êtes un gestionnaire cynique qui se dit, ben moi, je ne peux pas faire ça, il faut que je les check, là, puis je gère une garderie. Ben, écoutez, en faisant toute cette affaire-là, en faisant tous ces comportements-là, vous avez donné la corde pour se pendre à ces gens-là, puis de montrer qu'ils sont de mauvaise foi, OK? En vous témoignant que vous étiez de bonne foi, puis en donnant tout ça. Vous allez voir, il y aura probablement peut-être pas des bonnes réponses, tout ça. Et là, ben, ça vous donne une base pour améliorer le comportement de ces gens-là ou améliorer le système dans lequel ils évoluent. Vous avez modifié les conditions de succès autour, vous lui avez donné le contrôle et cette personne-là, elle a mal réagi. Fait que c'est peut-être parce qu'il n'était pas prête, c'est peut-être on peut s'ajuster. Fait que voilà. Un autre truc que je trouve important, surtout si on fait ça un peu plus, de façon un peu plus récurrente, si tu ne fais pas juste t'asseoir et t'as un feedback, que ce soit les one-on-one ou l'évaluation de performance, moi, je commence tout le temps par comment ça va. Parce que peu importe ce qui va arriver dans la discussion, il faut que tu comprennes un peu le contexte. Il y a des choses que vous ne savez pas de vos employés, puis qui vont, juste le fait d'en parler, va donner complètement un autre angle à tout ce qui va se discuter par la suite. Donc, comprendre l'état d'esprit de la personne, pas juste ponctuellement lors de la rencontre, mais généralement, comment ça va. Ça peut facilement expliquer une performance qui est peut-être moins bonne ou inattendue. Donc, voilà pour l'évaluation annuelle une fois l'an. Si c'est possible de réduire ça à une fréquence qui est plus raisonnable. Donc, moins peurante, moins critique aussi. Si on le fait 12 fois par année, on finit par pouvoir le contrôler davantage. Et assurez-vous aussi que ce n'est pas une rencontre qui est pour vous seulement en tant que gestionnaire. C'est aussi important, sinon plus, que ce soit pour l'employé. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu qui devrait évaluer un employé. Parce qu'il y a un gestionnaire qui a certainement son mot à dire, mais ce n'est pas le seul qui a son mot à dire. Vous avez probablement déjà entendu ça, les évaluations 360. Nicolas, toi, je sais que c'est sûr que tu as entendu ça. Parce qu'on entend tout le temps parler dans l'agilité. Mais je veux dire, ça commence à dater, là. C'est là depuis les années 2000. Pour ceux qui ne savent pas, 360, c'est en gros, une personne reçoit du feedback du reste de son équipe, pas juste de son gestionnaire. J'ai des petits problèmes avec ça. Pas que c'est méchant d'avoir du feedback de ses collègues,
au contraire. Mais deux choses qui m'énervent beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de feedback d'évaluation 360 qui sont donnés anonymement. Et j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, j'aime ça qu'ils me le disent. Oui, mais là, on n'aime pas ça, donner du feedback négatif. Je regarde, là. On va pas se mettre à se battre. OK? Mais l'idée est, je veux le savoir maintenant, puis je veux savoir de qui ça vient pour pouvoir mieux comprendre après ça, puis vérifier est-ce que c'est mieux maintenant. Si je ne sais pas à qui demander, je ne le saurai jamais. T'sais. C'est un petit peu ingrat aussi en tant que gestionnaire. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Nicolas, mais moi, j'ai eu à le faire, hein, de prendre du feedback de gens, savoir c'est qui, avoir à le traduire pour l'anonymiser, pour le donner à la personne qui le reçoit. Hein? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? On travaille avec des adultes ou avec des enfants? Donc, ça me dérange beaucoup. Il y a beaucoup d'employés qui demandent je veux du feedback, mais pourquoi tu ne vas pas le chercher? Pourquoi tu passes par moi? Je vais te le donner, mon feedback, là, mais il n'y a pas juste le mien que tu veux. Je pense que ce que tu mentionnes, ça témoigne de deux dysfonctions, probablement, dans cette organisation-là. La première, c'est que peut-être que le processus d'évaluation est utilisé pour cracher un venin. OK? Fait que des fois, l'anonymisation de tout ça, c'est juste diluer le venin, quand le problème, c'est qu'il y en a du venin. OK? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut adresser peut-être différemment que via un mécanisme d'évaluation, c'est qu'on a un problème. Deuxièmement, si la personne elle-même, elle travaille avec très peu de monde et c'est compliqué, puis qui n'est pas capable de trouver quelqu'un pour l'évaluer, il y a peut-être deux possibilités. La première, c'est que cette personne-là, comment on peut juger qu'elle est performante si on n'a pas d'indicateur? Il y a peut-être des indicateurs autres que humains pour gérer de sa performance. Fait que dans ce cas-là, l'évaluation 360, c'est peut-être quelque chose qui est moins pertinent. Fait qu'il faut peut-être trouver d'autres façons. Et ça, c'est peut-être une opportunité pour la personne elle-même de trouver des façons ou des indices pour mesurer sa performance d'une autre façon. Puis poser la question à l'employé, qu'est-ce qui t'indiquerait que tu fais un bon travail? As-tu des indicateurs? Aurais-tu quelque chose qu'on pourrait noter pour voir si ça fonctionne bien? Encore là, un très bon sujet pour une évaluation ou un dialogue en continu. Puis, l'autre problème, c'est que si cette personne-là travaille avec d'autres personnes puis qui n'est pas capable de cibler quelqu'un qui peut lui donner du feedback, il y a peut-être deux dysfonctions. La première, c'est peut-être qu'elle ne travaille pas tant en équipe ou peut-être que ce que vous avez, ce n'est pas une équipe, c'est plus des individus organisés dans un groupe qui, en fait, ils travaillent tout le temps tout seuls. Alors là, problème, potentiel à ça, difficulté de s'améliorer, difficulté justement de prendre des trucs de d'autres. Après ça, si cette personne-là quitte ou prend des vacances ou gagne à la loterie ou se fait frapper par un bus, vous êtes peut-être très, très, très vulnérable dans votre équipe ou dans votre entreprise. Vous devez adresser ça, c'est important. Puis ce que l'évaluation par les pairs absente a soulevé, c'est que vous aviez ces problèmes-là adressés. Alors, malheureusement, vous venez de découvrir que vous vous êtes donné beaucoup de travail parce que vous êtes des gens qui ne sont pas capables d'être évalués par des pairs. Oui, mais et la plupart, là, c'est à peu près tout ce qu'on vient de discuter dans les dernières 2 minutes, c'est 100% rapport avec la sécurité psychologique dans l'équipe ou dans l'entreprise. Donc, il faut probablement regarder plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas à l'aise de se parler? De se dire, tu sais, comme, hey, ça, j'aimais ça. Ça, il faudrait le retravailler. C'est pas si compliqué que ça à faire. J'avais un autre point, moi, que j'ai trouvé très intéressant, une expérience de vie dans une entreprise assez progressiste où j'ai travaillé. Les employés, en fait, les gestionnaires, on s'était créé une équipe de gestionnaires au service des employés. C'était vraiment intéressant. Les employés nous demandaient ce qu'ils avaient besoin, puis nous, on leur livrait. Pareil comme eux nous livraient le logiciel qu'on avait besoin. Donc, ils nous ont demandé, on aimerait ça avoir du feedback 360 cette année. Parce que les années d'avant, il n'y en avait pas. Puis ils voudraient avoir du feedback de leurs collègues. Fait que moi et les autres managers, on se regardait, puis parfait, on va le faire. Fait qu'on a essayé de trouver une manière. Ils nous ont demandé à ce que ça soit anonyme. T'es pas d'accord, mais on l'a respecté. Fait que là, OK. Fait que là, on a fait un gros fichier Excel pour savoir, OK, qui devrait donner du feedback à qui? Oui, mais lui, il ne travaille pas avec lui. Eux autres, ouais, mais ça a été un cauchemar à gérer. Tout ça
pour finalement, ils ont trouvé que l'exercice était trop compliqué. OK? Fait que là, j'ai appris 2 choses. Premièrement, tout gérer du feedback 360 pour une vingtaine de personnes, inclus-les dans la création de comment ils vont faire ça. Parce qu'au final, ils n'ont même pas aimé l'exercice. L'autre affaire intéressante, c'est, on va le dire plus tard, mais je vais tout de suite le donner, là, OK? Essayer de réduire la bureaucratie, simplifier les processus. Ben, c'est ce que j'ai fait par la suite. Après cet échec monumental de feedback 360 pour tout mon département, où ils n'ont pas trouvé le feedback vraiment pertinent, ils ont trouvé ça que c'était froid, j'ai commencé à leur demander en one-on-one, OK, sur quelle partie de ton travail tu voudrais avoir du feedback? Là, ils disent, j'aimerais vraiment ça, par exemple, je sais pas, la qualité de mon code. Parfait. Qui pourrait te donner du feedback sur la qualité de ton code? Je pourrais demander aux gens en QA. OK. Y a-t-il une personne avec qui tu es à l'aise en QA? Oui. Je te donne un objectif pour le mois prochain, avant ta prochaine rencontre de one-on-one. Va demander du feedback à cette personne-là en personne. OK? Prends-le, dis merci, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec. Hein? Pas justifier tout ce qu'elle attend. Si elle te donne du feedback constructif, commencer à tout justifier. Non. Du feedback, tu dis merci, puis tu t'en vas travailler de ton côté. T'sais. Donc, ça a été pas mal plus intéressant que l'exercice raté super, pas bureaucratique, mais processus super compliqué où tous les gestionnaires devaient pitcher in. Au final, j'ai juste appris à aller chercher le feedback eux-mêmes. Et ça a fait toute une différence parce que, en tout cas, j'espère qu'ils le font encore aujourd'hui. J'espère. Il y a beaucoup plus de chances que ça arrive que si on avait continué de faire ma grosse machine en arrière. Moi, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Des fois, le feedback 360, tu l'as dit, c'est un gros processus, c'est très lourd. Moi, je viens aussi, j'opère souvent dans des équipes de développement logiciel, mais le conseil suivant, il ne s'applique pas juste à des équipes de développement logiciel. Et il y a quelques petits mythes, justement, comme ça, dans le parrainage ou dans faire des binômes avec des gens. En développement logiciel, souvent, on parle de pair programming. Alors, c'est souvent 2 personnes qui se mettent ensemble. Il y a une personne qui écrit du code et elle partage son écran. Ou en personne, il y a une personne assise à côté d'elle, puis l'autre personne regarde. Généralement, les gens, ils ont comme des appréhensions par rapport à ça, parce que quand on fait du travail, on se dit, si on est 2 à faire la même tâche, ça coûte 2 fois plus cher. Alors, j'aimerais buster ce mythe, parce que c'est pas tous les types d'emplois là, que c'est comme ça. Si vous transportez des boîtes, évidemment, vous mettez à 2 pour transporter une boîte, c'est 2 fois plus léger. Mais en fait, vous transportez 2 fois moins de boîtes. Fait que vous vous fatiguez moins, mais c'est le contraire quand on fait des activités cognitives. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand vous écrivez du code et dans certaines autres activités de réflexion, comme écrire un plan d'épisode aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme 5% en réalité qui est écrire, puis il y a 95% c'est de la réflexion. L'avantage de le faire à 2, c'est que la meilleure idée est généralement celle qui va être implémentée. Fait que la qualité globale de ce que tu fais augmente beaucoup parce que même statistiquement, si t'es 2, tu as 2 fois plus de chances d'avoir une bonne idée. T'sais. Puis ensuite, la personne qui tape, elle, en réalité, est en train de se concentrer sur les 5% de tapage. Puis pendant ce temps-là, elle ne peut pas se concentrer sur le 95% de réflexion. Puis l'autre personne, elle n'a pas de changement de contexte. Elle reste toujours dans la réflexion. Alors, ce qui se passe, c'est que la qualité globale augmente. Les erreurs aussi de syntaxe diminuent énormément. On le voit dans le code, les erreurs de syntaxe, c'est super coûteux. Là, c'est des broutilles, puis des fois, ça nous prend super longtemps. Ben là, tu as une deuxième paire de yeux qui regarde ça. Puis, c'est du feedback immédiat et en continu. Par contre, un des désavantages d'être à 2 comme ça pour réfléchir à ce que tu fais, et il n'est pas si gros que ça, c'est que c'est très fatigant cognitivement. Tu réfléchis beaucoup. Puis comme je dis, c'est pas comme transporter une boîte où tu es 2, fait que c'est moins lourd. Là, tu te fatigues beaucoup. Fait que en tant que gestionnaire, de mettre en place des systèmes qui favorisent ce parrainage-là de façon organique pour améliorer la qualité, pour récolter du feedback, tout ça, ça va créer des systèmes dans lesquels les gens ils peuvent grandir énormément. Et bonus, les gens s'approprient pas individuellement le travail qu'ils ont fait,
Ils le font en tant que collectif. Donc, Yes. vous allez créer un esprit d'équipe. Vous allez créer une redondance. Vous allez faire en sorte que quand ça va péter dans le milieu de la nuit, il n'y a pas le gars qui l'avait fait qui se rappelle. Ils ont travaillé ensemble, fait que déjà, ils savent plus. Quand ils vont prendre des vacances, ils vont le savoir. Vous allez avoir aussi 2 cerveaux qui vont avoir passé, peut-être même plus, parce que si c'est du travail assez conséquent, vous allez peut-être avoir 5 cerveaux. L'équipe au complet peut être passée dessus. Faites mettre ça en place dans le feedback et dans le travail en continu. C'est salutaire pour les entreprises qui ont des gros roulements de personnel. C'est bon pour la qualité, c'est bon pour la motivation et tout. Fait que faites-le, faites-vous pas prendre dans le piège cognitif que ça va coûter 2 fois plus cher s'ils sont 2. C'est pas vrai. Magnifique. Juste avant de passer au dernier point que tu voulais apporter, Nicolas, juste un rappel que la semaine dernière, on a parlé d'une checklist de progression de carrière par attribut. C'est dans la description du podcast de la semaine passée. Je l'ai mis aussi cette semaine parce que j'ai un fichier Excel. Il y a aussi un onglet pour le gestionnaire. Donc, si vous voulez aider vos gens à faire une progression de carrière par attribut, vous avez accès à ce fichier-là. Il est disponible gratuitement. Donc, Nicolas, tu m'avais... Autre petit détail par rapport à la feuille par attribut. J'entends déjà des gestionnaires qui se disent « Ah là, je l'ai ouvert, votre feuille, là, puis là c'est marqué force, dextérité, sagesse, charisme. » Effectivement, la feuille est un petit peu ludique. C'est basé sur un modèle de jeu vidéo, de jeu de société, etc. Laissez-vous pas décourager par ça. Si vous êtes quelqu'un qui est plus dans le formalisme, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tel quel, mais c'est très, très bon de mettre ces catégories-là. Pour vous, c'est quand même un bon modèle mental. Donc, c'est pas parce que c'est ludique que c'est pas sérieux. On pense que c'est une bonne ressource quand même. Alors, fin de la parenthèse. Je parle à des gens qui regardent un podcast avec un gars d'Exemple Pirate. Ouais, je me rends compte de mon propre ridicule maintenant que tu me mentionnes. Non, mais c'est le correct. Il y en a sûrement qui regardent pour la première fois. Donc, il y avait quelque chose que tu m'avais parlé et qu'on a inclus dans les idées d'inclure dans l'épisode. C'était une liste, 10 points qu'un gestionnaire peut suivre pour être... En fait, c'est les 10 qualités d'un bon gestionnaire selon Google, ce que j'ai compris. Ouais, Google, ils ont fait une expérience qui vont faire froid dans le dos à certains gestionnaires qui nous écoutent. À une époque où il y avait comme une mentalité comme ça, beaucoup dans l'entreprise, ils se sont dit ça sert à rien des gestionnaires. Hein? Au mieux, c'est un mal nécessaire, puis au pire, c'est une couche inutile. Alors, ils ont décidé de toutes les enlever. Alors, ça a créé des problèmes et ils ont finalement arrêté l'expérience un peu plus tard. Il y avait une paralysie de prise de décision, il y avait plein de problèmes. Vous pourrez regarder ça, mais ce qui est très intéressant de Google, c'est qu'ils ont fait de la grosse recherche. Ils ont attaqué le problème à coût d'argent et de ressources. Puis, ils ont décliné des études sur plusieurs années de qu'est-ce qui fait des bons gestionnaires. Puis, ce qui m'avait fasciné de cette liste-là, tu sais, tu dis, tu peux aller sur Internet et tu dis liste de qualité de gestionnaire. Là, il y en a, puis c'est tout le temps le même genre de pelletage de nuages et de trucs. La liste Google, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment des gens là, au PhD, là, des gros doctorats en gestion, en psychologie et tout ça. Ils ont fait des grosses équipes pour analyser dans l'organisation qu'est-ce qui se passait. Puis, ils l'ont, ces 10 éléments-là, c'est court, c'est bon. Puis aussi, le gros avantage, c'est que c'est ordonnancé. Et l'ordre est très important aussi. Alors, du plus important au plus moins important, parce qu'ils sont tous importants. Puis l'ordre est très, très, très important. Fait que je vais vous donner un exemple pourquoi l'ordre est important. La première qualité la plus importante, c'est d'être un bon coach. La 10e qualité, c'est être solide dans sa prise de décision, être confiant aussi dans sa prise de décision. Le problème, c'est que si vous inversez ces qualités-là, puis que vous êtes comme à tout prix, vous voulez être confiant dans votre prise de décision, puis dire c'est là qu'on s'en va. Le problème, c'est qu'après, votre dernière qualité, c'est être un bon coach. Vous allez être
vous allez avoir de la difficulté à être un bon coach et tout ça. Fait que si vous l'inversez, l'ordre, ça devient toxique quasiment. OK? Fait que l'ordre est très important. C'est toute la différence entre un boss et un leader. C'est là. C'est ça. Exactement. C'est important d'être confiant dans sa prise de décision puis d'être solide et d'être rassurant, mais si c'est au péril de plein d'autres choses, c'est pas bon. Fait que on va les nommer les 10, tu me permets, Olivier. Fait que la première qualité, c'est d'être un bon coach, je l'ai dit. La deuxième, c'est d'habiliter ou de rendre plus puissant l'équipe et de ne pas micromanager. Alors, ça parle un peu du par soi-même. Plus vous donnez des moyens aux gens et moins vous micromanagez, plus ils sentent bien, puis plus ils grandissent. Fait que bon coach, habiliter les équipes et pas micromanager. Créer une équipe inclusive en démontrant de l'empathie pour le bien-être et le succès des gens. Alors, Olivier l'a mentionné tantôt, demander comment ça va, dire cette rencontre-là, elle est pour toi. La quatrième qualité, c'est être productif et orienté vers les résultats. Si vous êtes un gestionnaire et que les gens ne sentent pas que vous êtes productif puis que vous avez de l'air un peu de vous tourner les pouces, probablement vous ne le faites pas, mais les gens n'en entendent peut-être pas parler de tous les efforts que vous faites pour eux. Si ça montre que vous êtes à leur service, Olivier l'a mentionné tantôt, une équipe de gestion au service des gens. Ça envoie un bon message. J'entends quelque chose dans orienter vers les résultats. C'est être obsédé par ce que tu veux accomplir et pas par le comment l'accomplir. Et ça veut dire que tu es capable aussi de laisser du leeway un petit peu, de laisser des prises de décision sur comment atteindre les résultats à ton équipe. Oui, exact. Puis si vous êtes dans des rôles un peu plus du genre productivité, production, chaîne de montage, tout ça, vous irez lire sur les Water Spider en ligne. Très, très intéressant. Les Water Spider, c'est des genres de super agents d'aide à la production. Si vous êtes vu comme ça par vos équipes, généralement, vous allez avoir un énorme succès. Vous êtes là pour les aider à obtenir les bonnes ressources pour que le flot de production continue. Fait que même si vous n'êtes pas orienté nécessairement sur la qualité puis faire du travail qui apporte beaucoup de valeur puis que vous devez produire du volume, c'est possible de se positionner quand même comme quelqu'un qui est super aidant pour eux. Très intéressant le concept de Water Spider. Ça a l'air étrange dit comme ça, mais je vous jure, c'est un vrai terme en ligne. Après ça, donc j'ai dit être productif et orienté vers les résultats. Le cinquième, c'est être un bon communicateur. Écouter, mais aussi partager l'information. Donner l'information aux gens pour aider à leur prise de décision. Si vous faites ça, vous allez être un meilleur gestionnaire, c'est certain. Pas juste garder l'information, need to know. Ouais. Après ça, le sixième point, supporter le développement de carrière et discuter de la performance. Si vous voulez vous positionner comme quelqu'un qui justement aide à la croissance, ben les gens ils vont moins vous laisser dans le péril quand ils vont vouloir partir, quand ils vont vouloir grandir. Ils vont faire ça aussi parce que ils vont rester probablement plus longtemps avec vous si vous supportez leur développement de carrière. Si vous ne le faites pas, ben ils vont s'en aller. Puis ils vous le diront pas. Fait que ils vont vous le dire à la dernière minute. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous supportiez les gens. Ensuite, avoir une vision, une stratégie claire pour l'équipe. Si vous savez pas où vous allez, en anglais, on dit « If you don't know where you're going, any road will get you there ». Fait que si vous savez pas où il s'en va, n'importe quel chemin il va vous y mener. Fait que vous allez faire n'importe quoi. Fait que si vous n'en avez pas de stratégie claire et d'objectif, comment voulez-vous que les gens dans l'équipe en aillent? Voilà. Il faut être un phare dans la nuit quand on est gestionnaire. Il faut exact. à atteindre et s'assurer que l'équipe est capable de prendre des décisions pour l'atteindre. Et quand tu as une adresse, c'est pas mal plus facile de trouver le chemin. Exact. Mais je savais que tu allais faire une bifurcation vers la thématique pirate là, avec ton phare dans la nuit. J'aurais dû m'en douter. Ensuite, huitième qualité, détenir une ou des aptitudes techniques clés qui peut guider l'équipe. Si vous avez une expertise, guider, oui. Si vous avez quelque chose comme ça à contribuer, puis que c'est pas juste d'enlever un canard dans l'animation,
Ça, c'était une référence à l'épisode précédent. Vous irez l'écouter. Donc, ça va beaucoup aider les gens et c'est digne de respect aussi. 9e qualité, collaborer à travers l'organisation. Si vous êtes insulaire puis que vous regardez juste votre petite province et vous dites c'est juste là que je peux agir, surprenez-vous pas si les gens ils se disent je vais juste agir sur ma personne ou dans mon petit coin parce que vous en êtes à leur montrer l'exemple que tout ce qu'on contrôle, c'est juste chez nous. Donc, très important, le numéro 9. Puis le 10e, pour terminer, on en a déjà parlé, c'est le dernier, le moins plus important. Alors, être solide dans sa prise de décision et confiant. Fait que ça, aussi référence à l'épisode précédent, avoir sa chemise rouge et ses culottes brunes pour ne pas voir les blessures et autres stress qui peuvent nous affecter à travers les fluides corporels. Mais moi, tu être solide dans sa prise de décision et confiant, je veux dire, c'est pas parce que tu es gestionnaire que tu es payé pour avoir raison. Donc, tu sais, moi, j'étais beaucoup plus confiant quand j'avais pas à prendre des décisions parce que mon équipe la prenait, parce qu'elle était mieux placée que moi pour la prendre. Tu vois? Fait que là, je me sentais confiant parce que j'avais le buy-in de mon équipe, hein? Puis eux étaient confiants, donc pourquoi je ne le serais pas? Tu comprends? Maintenant, l'objectif, par exemple, c'est moi qui le tenais à bout de bras. Fait qu'il fallait qu'il prouve qu'il est capable d'aller chercher l'objectif. Mais ouais, être confiant, il y a différentes manières de faire ça. Puis c'est pas juste en se faisant confiance. C'est en faisant confiance aux autres aussi. Ben oui, parce que l'autre chose aussi, c'est faut bien l'interpréter. Être solide et confiant dans sa prise de décision, c'est aussi être capable de reconnaître des fautes. Alors, si en tant que gestionnaire, vous pouvez dire on a pris cette décision-là, avec les informations qu'on avait à ce moment-là, ça semblait être la meilleure décision. Finalement, ça ne s'est pas avéré être la bonne. On s'est trompé. Puis, ou je me suis trompé. Mais on réajuste le tir maintenant. J'ai écouté votre feedback, etc. Ben, ça, c'est de la confiance. Oui. Puis l'autre chose aussi, confiance, ça se fait en collégialité. Si c'est juste de la confiance en vous que vous avez, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une dysfonction associée à ça. La réalité, c'est que vous n'avez pas confiance aux autres. Ouais. Vous n'avez pas confiance en vos employés. Donc, eux, ils n'auront pas confiance en vous et vice-versa. Puis, ce qui se passe, c'est que souvent, ça crée une dysfonction qui est on va créer une illusion d'invincibilité. Fait qu'on va tout le temps cacher les problèmes, autant les nôtres que ceux des autres, parce qu'il y a trop un gros coût pour ça. Fait que la 10e qualité, c'est pas juste dire je suis immuable dans ma prise de décision. Non, c'est je suis confiant même dans mon échec. Oui. Donc, bref, je suis pas fou. Ça marche pas. On va pas continuer. Être capable d'être assez d'être capable de se rendre vulnérable juste pour dire regardez, je me suis trompé, je ne suis qu'humain. Donc, faisons mieux la prochaine fois, puis ensemble. C'est beau, hein? C'est très beau. J'aime ça. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de comment on peut moderniser notre approche en gestion. Disclaimer, juste à la fin, tu sais, on est loin d'être des experts en gestion, mais on est un petit peu des experts en être humain. Hein? Parce que c'est un peu notre job en tant qu'agiliste. Ben, puis on en est des êtres humains, fait qu'à quelque part, ça nous donne une autorité sur la matière, je crois. 45 ans. Puis, j'ai 44 ans d'expérience là-dedans. Si on s'est trompé, on va vous le dire. On va faire une annonce publique et tout. Mais on vous invite à démentir ce qu'on a dit. Là, ça serait très intéressant. Nous aussi, on veut toujours en apprendre plus. Donc, si on s'est planté, selon vous, vous avez des meilleures idées encore, venez commenter sur YouTube ou sur LinkedIn, hein, parce qu'on poste tout le temps les vidéos sur LinkedIn. Faites un like si vous avez aimé ça. Rejoignez-nous sur notre chaîne. Et si jamais vous voulez devenir membre, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Merci mon cher. On se voit dans un épisode éventuel, n'est-ce pas? Ben oui, merci encore de m'avoir accueilli. À très bientôt les pirates. Bye bye. À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Ah non! Ah!